Bonjour, je suis Xander. Dans le message précédent, je constatais que 12 ans d'études après le bac m'auront au moins servi à une chose, c'est à découvrir la grande trahison du langage contemporain. J'en ai donc tiré d'abord des conseils pour réussir plus vite en travaillant la forme et le style, comme disait d'un côté Flaubert, de l'autre Stendhal. En fait, pour que tu réussisses plus vite dans cette société de plus en plus artificielle et truquée. Je voudrais maintenant revenir un peu sur ce sujet et approfondir ce premier mot, on peut dire d'humeur potache, pour te proposer d'en élargir la réflexion. Car les nouveaux jargons sont en fait au cœur de la mécanique d'implosion et de fragmentation des structures sociales qui est en train de se faire actuellement et d'un véritable reformatage en parallèle des esprits pour créer une pensée unique. As-tu remarqué, surtout depuis la fameuse pandémie, qui a été une usine à blabla sans équivalent dans toute l'histoire humaine, que sur les plateaux télé et sur le net, partout, ça a été le grand retour des femmes savantes et des hommes pédants. La France, sur ce plan, est un des pays les plus féconds. Fécond. Jeu de mots, après tout, pourquoi pas. Car on y constate aujourd'hui une pléthore de langages sophistiqués, techniciens, techniques, savants, qui sont dans chaque discipline et domaine d'activité de véritables jargons à part, et qu'il faut pourtant absolument apprendre et maîtriser si on veut non seulement obtenir son diplôme, j'ai essayé de te le montrer dans le message précédent, mais même ensuite travailler dans un secteur ou la spécialité que l'on a choisi. Ce qui proliférait comme un cancer phraseur et pompeux depuis plus d'un siècle dans le domaine des sciences techniques, des sciences appliquées, est devenu pire de nos jours, suivant cette loi d'ailleurs de contagion de la bêtise universelle du « plus c'est compliqué, plus c'est vrai et sérieux ». Aucun domaine n'est donc désormais épargné par la logorrhée du pédantisme, que ce soit le domaine de la recherche universitaire, des études scientifiques, des disciplines littéraires et commerciales, du droit, des médias, des études psychologiques, sociologiques ou des approches qu'on dit aujourd'hui, car le jargonisme n'épargne plus rien, sociétal. T'as entendu déjà ce terme? Sociétal. Ça a de la gueule quand même. Je te cite ce dernier terme à dessein, car avec lui, comme d'autres du même acabit, on est en plein cœur du problème. Le mot sociétal étant mis à tort à travers pour l'ancien mot social qui, sentait peut-être trop la stigmatisation de classe. Mais l'intérêt de sociétal, c'est qu'il a surtout l'avantage d'être un poil moins compréhensible d'emblée pour la plupart d'entre nous. Parce que c'est un fait, les langages ont moins pour fonction aujourd'hui de communiquer et d'échanger que de dessiner et de défendre des zones d'exclusion, de pouvoir et de domination. Le XXIe siècle aura vraiment été, je pense, pour nos descendants, le siècle de l'explosion des novlangues et des langues de bois tous azimuts, dans tous les domaines, dans notre beau pays, où vraiment ni Molière, ni La Fontaine, ni Balzac ne pourraient aujourd'hui s'y retrouver, ni comprendre même ce dont on cause à l'Assemblée, ou bien à la table voisine du Café de Flore, boulevard Saint-Germain. Mais la France n'est pas l'unique terre des jargons, parce qu'en vérité, le phénomène est désormais universel sur toute la planète, où le langage est partout devenu un instrument de pouvoir et de manipulation des esprits proprement infect. Crois-moi, car il est rarement utilisé pour informer, mais au contraire, pour snober la personne qui est en train d'écouter. Il est travaillé comme autant de petits bugs qui permettent de prendre le contrôle des cerveaux, de les neutraliser, de les dominer, de les bloquer pour leur faire consentir. Bref, nous faire gober tout et n'importe quoi. On en a eu une merveilleuse preuve lors de la dernière soi-disant crise sanitaire où tout le monde sur les plateaux de journaux télévisés y est allé de sa langue de bois, de sa novlangue à la con, tout ça pour bien détourner, désorienter, illusionner un auditoire qui était déjà transi et en état de réceptivité par ces mots, et qui était même en un état de transe terrorisée et obéissante face à tant de, on pourrait dire, de savance verbeuse, si tu le permets, ce néologisme bancal qui est pas plus débile que tous ces mots ronflants et prétentieux, un peu matinés de grec et de latin, qu'on nous a servis tous les jours dans les médias. Les mots ne sont pas anodins, ils sont dangereux.
ils peuvent être mortels déjà pour notre intelligence. Par exemple, ce dernier venu que j'aime beaucoup, que je suce dans ma bouche un peu comme un bonbon, d'ailleurs c'est ce que font aussi les présentateurs télé, paradigme. Tout est paradigme, le nouveau paradigme. Voilà, pour dire tout simplement modèle. Paradigme, ça veut dire modèle. Mais c'est le modèle que tout le monde suit ou doit suivre. Et donc que toi aussi, implicitement, tu dois suivre. Parce que implicitement, par ce joli mot, on sent que c'est un modèle positif, du seul fait qu'il est un peu neuf et un petit poil incompréhensible, donc forcément meilleur. C'est comme le « c'est nouveau » qui figure sur les emballages des produits que tu achètes, mais qui te font toujours la même merde sous un packaging, bien sûr, restylé. Mais là, paradigme, ça passe. Modèle, t'as pas envie de suivre un modèle? Non, t'es pas un suiveur. Mais paradigme, là c'est d'accord, tu consens à suivre. Tu vois le principe? Tout est dans les mots. Hein. Parler compliqué, parler savant, c'est devenu le nouveau paradigme, justement, celui d'un nouvel ordre mondial de la connerie humaine qui nous est imposé comme une nouvelle norme que tous convoiteraient, non, que tous consensusseraient. Ah bah écoute, on n'en est plus à un mot débile et con, hein. Puis, hein, oui ou non. Donc consensus, tout est consensus, donc il faut consensuer ou consensuser. Il y a quelque chose derrière tout ça qui est pas totalement faux, hein, parce qu'on te met bien à genoux. Hein. La vérité, c'est que de libérateur et de communicateur, le langage est devenu partout sur la planète un instrument de confusion, de désorientation et de désinformation sans précédent dans l'histoire humaine. Car il est confisqué désormais en tant que parole officielle sérieuse et digne de confiance. Car pleine de mots concepts compliqués. Entre les mains d'une pseudo-élite aux ordres, qui se duplique d'ailleurs à l'identique, hein, comme les agents Smith de Matrix, dans tous les pays du monde actuellement. Une élite que toi et moi, on pense diplômée, mais quand on regarde de près en vérité, qui ne l'est pas tant que ça. Puisque si on va regarder un peu leur cursus, la plupart des journalistes et des sachants, voilà un autre mot pédant à la con pour se qualifier eux-mêmes, tu vois comment ils se qualifient, c'est tout dire. La plupart donc des sachants invités sur les plateaux télé ne sont pas ceux qui ont fait le plus d'études. Eh oui. Lors de la crise de nerfs sanitaires de 2019-2021, on a en effet beaucoup plus vu des seconds, troisième et même 20e couteaux de la communauté scientifique que les grands professeurs, qui lorsqu'ils ont voulu s'exprimer comme le prix Nobel de médecine et professeur Luc Montagnier, ont aussitôt été mis au banc de la communauté scientifique. Le gars quand même, co-découvreur du virus du sida. Mais après, il a commencé à dire des trucs. Ah non, non, on l'écoute plus. Il est devenu gaga. Ah bon? Tiens. Un grand esprit brillant et qui d'un seul coup sombre et s'abîme. Non, non. Simplement, lui, il avait fait tellement de diplômes, il a tellement étudié que ce qu'il a vu qui passait, bah ça ne passait pas. Par contre, des personnes travaillant pour des laboratoires et donc ayant d'énormes conflits d'intérêts, de toute évidence les plus médiocres représentants du monde scientifique, car tous des gens compromis avec le fric de Big Pharma, ce sont à ces gens-là qu'on a donné la parole. À l'extrême, le but ultime de la langue actuelle, d'ailleurs peu ou prou calqué, modelé ou écrasé dans le moule de la langue pensée unitarienne anglo-américaine, que ce soit en France ou ailleurs, c'est dans l'idéal de ne plus rien communiquer. C'est de ne rien dire de véritablement clair ni certain. C'est au contraire de semer le doute. D'ailleurs, le principe souvent sur les plateaux télé, c'est le débat contradictoire. Tu sors de là, tu sais pas quoi penser. Le but, c'est d'empêcher de réfléchir, d'assommer l'esprit critique à coups de chiffres et de statistiques aux besoins dont on sait qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Qui paye la statistique déjà? C'est un début. Et ensuite, suivant quels critères elle est faite, tu peux sortir un chiffre et son contraire. Mais pourtant, on te les assène, surtout en France, d'une façon vraiment totalement péremptoire. Ordo ab chaos, l'ordre par le chaos, ça passe aussi par les mots. Car le verbe, c'est l'outil divin par excellence. Et le corrompre, l'inverser, détruire son pouvoir de vérité inné, devient de ce fait un devoir malin par excellence pour qui veut contrôler par le mal plutôt que par la vertu. C'est pourquoi on peut dire que les mots qui autrefois étaient des outils sont devenus des entraves, des carcans, des limites, des œillères, des prisons, et que tous ces mots-concepts que nous entendons et acceptons de reprendre, car ils font bien, ils en imposent ou sont à la mode dans l'univers français, mais j'insiste, je l'ai constaté en voyageant, partout ailleurs c'est en train de se répandre, tous ces mots en fait sont en fait des pièges de la pensée, des pièges à penser librement,
des boîtes pour emprisonner notre esprit et dans lesquelles il ne peut plus fonctionner normalement ni logiquement. Le développement de contre-langages qui sont aussi codés pour essayer de se soustraire à cet impérialisme langagier de la pseudo-élite, tous les verlans que tu connais, les argots de banlieue qui depuis un certain temps explosent tous azimuts, tous les dialectes teintés de communautarisme, sont d'ailleurs une forme de guérilla, c'est ça, contre une domination intellectuelle et culturelle qui est à juste titre ressentie comme totalitaire. Mais tout cela ne vaut pas mieux, car ce sont aussi des micro-ghettos dans lesquels tu as des groupes d'individus qui s'enferment et qui s'isolent, ce faisant pour se défendre bien sûr. Et il s'agit à nouveau de murs érigés avec des mots, de barricades verbales qui donc séparent encore plus les hommes les uns d'avec les autres et qui ne résolvent pas les problèmes. Au contraire, ils les accentuent en préparant en fait et au-delà par ce morcellement des langages de futures guerres de clans à la manière du monde féodal. Car le Moyen-Âge, on l'oublie parfois, c'était le monde des parlers multiples. C'était celui des provinces qui ne parlaient pas la même langue, non seulement dans notre pays, mais dans beaucoup d'autres. C'est aussi cela l'histoire de nos cultures, c'est celle d'individus qui se faisaient des guerres cons et interminables, et dont on a même oublié l'existence et les raisons, car ils ne se comprenaient pas ou plus. Et ces guerres ont disparu dès lors que sur certains vastes territoires appelés pays ou nations, il y a eu l'unité d'une même langue. Cela ne date pas d'hier. D'ailleurs, le mot barbare, barbaros, a été inventé par les Grecs. Parce que quand ils entendaient les autres peuples parler une langue autre que le grec, ils entendaient uniquement le mot, ils entendaient le son bar. Et ils ne comprenaient rien. Les Grecs d'Athènes, c'était les Américains de l'époque, car plus impérialistes que tu mourrais, déjà. Si tu ne parlais pas grec, pour un Athénien, forcément, tu étais un demeuré, un barbare. Est-ce que ça a vraiment changé? Mets l'anglais à la place du grec ancien, car un anglo-américain ne comprend pas qu'on ne parle pas naturellement l'anglais, tu l'auras remarqué. Ou si tu veux, mets à la place le français pour un français dont les oreilles sont écorchées dès qu'il entend parler une autre langue que la sienne chez lui. C'est kiff-kiff, mon frère. Ça n'a rien changé. 2500 ans plus tard, l'homme est toujours aussi bête et nombriliste. Le barbare, c'est d'abord celui qui ne parle pas ma langue. Tu vois déjà comment on bascule facilement dans la guerre à partir de là? Tu vois comment cette fabrication de tout un ensemble de petits jargons, et que ce soit les jargons d'une certaine élite journalistique ou je ne sais quoi, ou bien les jargons qui sont les contre-jargons, je dirais, qui se font dans certaines zones, qui sont des zones, comme on dit maintenant, de non-droit, ça encore, ça sera étudié, eh bien tout ça, c'est une préparation d'une guerre, et que ça commence toujours les guerres par les mots. Ce retour à un monde éclaté en clans, en tribus hostiles et opposées, qui ne se comprennent plus car elles ne causent plus pareil, on est en train de nous y préparer, mon gars, ma fille. Car c'est tout un travail de l'esprit dans cette affaire. Et comme tu prends le terme récent, et on nous le présente déjà par le terme de fracture sociale, sans voir que, précisément, c'est aussi un mot-concept qui nous enferme. Un mot ghetto, qui est clivant pour la pensée, qui crée en fait une prison. En vérité, c'est un prodige de la perversité, parce que la fracture, on la crée, et on la fabrique et on l'entretient juste en la désignant comme fracture. C'est-il pas génial? Le mot crée la chose. Ils l'ont compris, les gars. Et ainsi, après, la chose semble exister par elle-même. Ce ne sont pas des mots. C'est comme cela que le réel fonctionne en vérité. Mais personne n'y croit. La matière, c'est une illusion de la réalité énergétique. Parce qu'en fait, à la base, il n'y a que des vibrations énergétiques. Et c'est ça, le langage. Et c'est aussi ça, la matière. C'est pourquoi une pensée peut agir sur le monde. C'est pourquoi certains mots peuvent te blesser plus que des lames de rasoir. Ce n'est pas rien, un mot. Nous vivons dans un monde de vibrations énergétiques, mais les mots le sont aussi. C'est une des plus belles découvertes de Vislarde, un des plus beaux pièges de la pensée moderne, que celle du pouvoir matérialisant des mots. C'est un système qui est abondamment utilisé par les grands manipulateurs actuels. Et d'ailleurs, tu sais que diabolos, le diable, ça veut dire le calomniateur, celui qui calomnie et qui piège par les mots. Diabalein, c'est ça en grec. C'est calomnier, c'est en fait, je lance et je jongle avec les mots pour la tromperie.
Et la manipulation des esprits, c'est devenu l'arme subtile et quasiment magique, actuelle, pour créer ce fameux empire totalitaire global, après lequel court depuis des millénaires une poignée de psychopathes qui nous gouvernent de génération en génération. Si vous voulez qu'une chose advienne, il faut d'abord, et ils l'ont compris, lui donner corps par des mots. Et ça, c'est la pensée magique. Mais ce sont aussi des magiciens, ils sont très portés là-dessus. Donc, les mots sont la porte d'entrée dans le réel d'une chose. Les psychologues l'ont bien compris, parce qu'ils nous reprennent, et ils ont raison, sur nos mauvaises manies, surtout chez les parents, quand on dit par exemple de quelqu'un ou d'un enfant qu'il est bête. Car ce mot va enfermer. On ne qualifie pas quelqu'un en disant « tu es ceci, tu es méchant, tu es bête », parce qu'on l'enferme dans la bêtise ou la méchanceté à jamais. Il faut dire que son acte, son comportement est bête. Mais l'individu ne l'est pas. L'individu est un process. C'est quelque chose qui est en constant changement. Et ça, les psychologues nous le rappellent à juste titre. Suivant le même principe, ne dis jamais « je ne réussirai jamais » ou « je suis nul », car tu te maudis toi-même et tu entérines en fait, dans la matière, un état par tes mots. Tu le fais exister par tes simples mots. C'est pas la pensée magique. On revient effectivement à tous ces principes de la loi de l'attraction, mais c'est la découverte que nous avons aujourd'hui, cette prise de conscience générale, que nous créons par nos pensées puis par nos mots des choses. Déclare donc par conséquent chaque jour ton succès, et ton succès va arriver. Tu vois à quel point les mots sont importants. Inverser d'ailleurs le principe que je viens de te citer permet de donner vie à des chimères ou de biaiser la réalité pour lui en substituer une autre totalement mensongère et fantasmatique. C'est ce que nous vivons actuellement et c'est ce contre quoi, bien sûr, je m'insurge. Mais cette réalité, elle va prendre de plus en plus corps à mesure qu'on répète les mêmes mots. Et là, tu vois la puissance des plateaux télé de ce qui s'est passé il y a peu de temps, mais qui peut encore recommencer et qui d'ailleurs continue d'une certaine manière parce qu'on est tout le temps imprégné de la même propagande. C'est comme ces brumes qui s'épaississent jusqu'à donner l'impression que des fantômes prennent chair. On a cette fameuse phrase qu'un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité et qu'on attribue à Goebbels, chef de la propagande sous Hitler. Bon, en fait, on n'est pas sûr que Goebbels ait dit cette phrase. Mais ce qui est certain, c'est que les chefs d'État et leurs porte-parole et ministres trissotins, entre 2019 et 2021, ils l'ont vraiment vachement bien démontré, cette phrase. Mesures sanitaires pour désigner des atteintes inutiles aux libertés fondamentales. Vaccin pour désigner une thérapie génique expérimentale absolument non garantie. Alors qu'il faut plusieurs années et de nombreux tests pour mettre au point des vaccins, et qu'en plus un vaccin fonctionne sur un principe biologique totalement différent. Les anticorps, etc. On peut s'employer ainsi à reprendre tout un ensemble de termes qui sont des mots-concepts, des mots-valises modernes, dans lesquels aujourd'hui on enferme la pensée des gens et par lesquels on leur barre l'esprit critique et la réflexion. C'est le tour de passe-passe suprême des illusionnistes qui nous contrôlent toujours plus. Ils se sont dit, mais on va pas utiliser les armes. De temps en temps, un peu de CRS, un peu de grenades lacrymogènes. Bon. Mais globalement, si on les manipule bien, on va les amener exactement là où on veut les amener. Et le pire, c'est que ça marche. Les mots aujourd'hui nous ligotent comme une momie ces bandelettes. Ils nous étouffent, ils nous asphyxient, ils nous empoisonnent même, car ils ont souvent comme dénominateur commun, tiens c'est bizarre, d'être des vecteurs et des créateurs de peur. Pandémie. Pandémie, ça veut dire total, hein. Et démos, c'est tout le peuple. Ça fait peur, non? En fait, pandémie, c'est une foutaise totale. C'est un mot qui est un contresens, parce qu'une grande partie de la population n'a pas été affectée par le coronavirus, notamment les plus jeunes et les enfants. Ils étaient porteurs, mais ils n'étaient pas affectés. Donc, c'est pas toute la population. Mais pandémie, ça veut dire qu'on va tous crever. Quand tu entends pandémie, ça veut dire on va tous crever. Tu les as vus crever, les gens, devant toi dans la rue? Parce que ça aurait dû tomber comme des mouches. Une pandémie, c'est un truc, on te montre ça dans les films de SF, ça dégage, hein. Donc en fait, les mots sont faits pour faire peur à notre mental, créer un état de sidération et donc de passivité, qui est une condition préalable à toute forme de dictature. Si nous voulons avoir la certitude qu'un jour nous avons changé de société, c'est lorsque nous pourrons constater que notre langage a changé. Que toutes ces novlangues de merde, que toutes ces langues de bois que je subis depuis ma jeunesse, notamment dans le monde, moi, des études où j'ai été, mais tout le monde, et maintenant sur les plateaux télé, qui ne servent pas à communiquer mais à dominer, et leur contre-offensive langagière dont tout le monde maintenant se scandalise, à savoir les argots et autres verlans populaires, eh bien quand toute cette bouillasse aura été remplacée par un vrai langage commun,
L'image même de ce qui se partage, qui est chaleureux, car même mot, même valeur. Un langage transparent de sens, logique et simple. Le jour où on aura ça, alors tu pourras dire oui, le monde est en train de changer. Alors on pourra dire que les hommes sont enfin libérés parce que nous parlons librement, parce qu'aujourd'hui tu peux pas parler librement non plus. Si tu utilises certains concepts, certains mots, on te barre aussitôt avec ces mots concepts qui sont d'ailleurs comme des prisons, comme des menottes. Donc on se rendra compte si enfin on peut parler, que nous sommes libérés parce que nous parlons librement et qu'enfin nous nous comprenons les uns les autres sans essayer de nous influencer ou de nous dominer. C'est ce que la langue française était effectivement au XVIIIe siècle, après que Malherbe-Vin, suivant la formule consacrée, lorsqu'elle servait dans toutes les cours européennes, par sa clarté et sa précision inégalée, à communiquer et à se faire bien comprendre entre dirigeants de pays parfois très lointains, et non à snober et à dominer, ou à se défendre des dominations, parce que les argots divers des catégories sociales dites moins favorisées ou tentées par le communautarisme sont en fait se défendre par les mots aussi avec leur propre langage codé. Et il y a eu beaucoup d'épisodes de langage ghetto sur la Terre depuis que l'homme existe. On ne pourra jamais supprimer totalement cette tendance chez l'homme du parler savant pour prendre le dessus ou combler ses manques. Déjà, Herbert George Wells se moquait dans son roman d'anticipation, L'île du docteur Moreau, de cette propension de l'imbécile à utiliser des grands mots pour masquer sa bêtise et son inanité. Tiens, justement, voilà un joli mot sonore bien creux qui s'autodésigne et veut tout simplement dire le vide. Parmi tous les animaux transformés en humains par le monstrueux chirurgien de sa fiction, Dr Moreau, prophétie hallucinante d'ailleurs du transhumanisme et du confusionnisme génétique homme-animal qui nous menace et qui se met en place sous nos yeux, mais tout le monde s'en fout. Bref, eh bien, figure-toi que dans ce roman, Herbert George Wells avait attribué à dessein au singe humanisé, donc un singe transformé en humain, le pédantisme des grandes phrases vides, pompeuses et incompréhensibles, d'abord à lui-même. Il ne comprenait même pas ce qu'il disait. C'est assez intéressant. Plus c'est prétentieux, bouffi de complexité, inutile et abscon, le mot abscon veut dire hermétique, incompréhensible, plus c'est en général vide et creux en dessous. Et ce qui se constate dans le langage, tu peux l'étendre à toutes les formes d'art, parce que le langage, c'est un art. C'est une vibration d'harmonie normalement avec l'univers. Ça chante l'univers, le langage. Et donc l'art aussi chante l'univers. Mais tu vas remarquer que les arts ont été contaminés par cette même bouffissure du pédantisme. Et ce sont aussi des formes d'expression, donc des langages. 90% de l'art contemporain, et c'est un ancien marchand de l'art qui te parle, et de l'art moderne exploite depuis plus d'un siècle au moins cette règle qui consiste à mépriser et à snober le plus possible les destinataires de l'art, donc toi, moi, voilà, monsieur, madame, tout le monde, et le cinéma, le théâtre ou la musique ne sont pas en reste. On joue habilement sur la peur d'être qualifié d'ilote, inculte. Alors les ilotes, c'était un peuple rural que les Spartiates maintenaient dans une crasse ignorance. Donc par peur d'être qualifié d'ilote, inculte, donc de personnes qui ne connaissent rien, dès qu'on ne comprend pas un artiste, on dit que c'est forcément un génie. Faut voir. En s'affranchissant du verbe ultime, qu'est-ce que c'est que le verbe ultime? C'est la réalité, mon gars, ma fille. C'est la création. Parce que la création, c'est le verbe. Au début, était le verbe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les artistes? Ils ont dit, on va évacuer le verbe ultime, c'est-à-dire la création, le réalisme, le principe de réalité. Donc, ils ont évacué le réalisme, le figuratif, le narratif, le vraisemblable. Et cela a consisté à quoi? À chasser du monde des arts une sorte de super langage référent et cohérent, un cadre d'harmonie de sens, qui était le monde. Les artistes à court d'aspiration après des millénaires de discours personnels qui étaient très intéressants et pas mal foutus sur le langage monde, c'est-à-dire l'univers qui est un langage, voilà, sur le monde, donc ils suivaient le principe de réalité, c'est pour ça que tu as le réalisme, etc. Et ils ont ouvert la boîte de Pandore du non-sens, ils ont dit non, pas besoin, je regarde mon nombril et puis ça suffit, tout est absurde. Donc ils ont ouvert la boîte de Pandore du non-sens, de l'absurdité, du verbiage. Je fais du non figuratif, je fais du non narratif, du non réaliste, et puis à la fin, ça a conduit à quoi? Ça a conduit au rien, et à la quasi-folie, et surtout au vide. Au vide, mais quand même avec une petite dimension sympathique, c'est que derrière, il y a du fric. Oui, quand même, l'art sans le fric, aujourd'hui, c'est emmerdant. Donc le vide, c'est un vide qui rapporte. La seule différence, peut-être, entre le verbiage des arts et celui des jargons,
que tu as sur les plateaux télé, c'est que les premiers, celui des arts, ils ont une dimension financière, en plus d'être des escroqueries intellectuelles. Et oui, ça rapporte. Voilà. Plus ça te snob, hein, plus le tableau, là, tu comprends rien, plus il est moche, tellement moche que tu te dis, mais comment on peut mettre ça dans son salon, et plus il coûte cher. Mais c'est pareil dans toutes les œuvres d'art qui sont prétentieuses. Tu prends un film bruyant, ennuyeux, confus, abscon, abstru, tiens, encore, je te donne plein de mots, tu vois, compliqués, mais bon, après, on se fait plaisir aussi, hein. Puis on les explique. Ça veut dire hermétique aussi. Tu prends un film comme Tenet, du fameux Nolan, Christopher Nolan. Alors celui-là, il te snob bien depuis longtemps, mais en même temps, il te prend ton argent au passage. Alors que l'objectif premier d'un langage hermétique, même s'il aboutit toujours aussi peut-être plus ou moins à long terme à faire une domination financière, à te prendre tes picaillons, c'est d'abord de dominer tout court l'interlocuteur ou l'auditeur que tu es. Hein, bon, là c'est comme ça que c'est plus grave. Parce que l'œuvre d'art, je dirais quelque part, bon, les artistes, on leur pardonnera toujours quelque part, on leur pardonnera. Hein, mais ceux qui utilisent aujourd'hui le langage pour nous manipuler dans des contextes qui sont des contextes de santé ou dans des contextes de droit civique, c'est une autre affaire. Parce que là, on touche à des choses qui sont extrêmement sensibles. L'art, t'es pas obligé, après tout, d'aller acheter une peinture, t'en as peut-être même pas envie, et d'ailleurs, ne pas pouvoir le faire, ça t'économise beaucoup de conneries humaines, je te le dis. Bref, si tu le peux, bah écoute, je te le dis, hein, si tu savais ce qu'il y a derrière le marché de l'art, eh ben tu n'irais jamais acheter une de ces œuvres d'art contemporaines que tu payes si cher parce que tu en as les moyens que tu mets dans ton salon. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Bon, une petite chose au passage qui est intéressante, parce que je ne cite pas au hasard ce film qui dure 2h30 et qui est absolument pénible au possible, et qui manipule des concepts que le réalisateur ne maîtrise même pas en fait. C'est assez terrible. Mais dans cette œuvre cinématographique qui est boursouflée, hein, comme l'ego de son réalisateur, visiblement, je le connais pas, mais ça a l'air, on remarque une chose, c'est que les personnages sont particulièrement froids, peu empathiques et peu sympathiques, sans charisme. Ça, c'est une chose, je te le signale, qui est en général la marque de toutes les œuvres d'art et de tous les langages prétentieux, c'est la froideur. Car les unes comme les autres, et d'ailleurs, tu verras qu'ils se co-nourrissent et se co-glorifient. Hein. Le langage prétentieux encense les œuvres d'art prétentieuses et vice-versa. Les œuvres d'art prétentieuses font référence au langage prétentieux, etc. pédant. Bon, en général, il y a une chose, c'est que cette froideur, pourquoi? Parce qu'il s'éloigne en vérité du sens profond de la vie. Et le sens profond de la vie, c'est l'amour, c'est la chaleur. Donc là où tu peux les attraper, tu vois, avec leur air faucheton, parce qu'ils peuvent t'impressionner, c'est que tout ça, c'est tellement froid, c'est tellement déconnecté de la vie et de l'amour. Donc si tu cherches un indice pour savoir si une œuvre d'art ou un langage est de la merde bien emballée, non, on va pas dire ça, on va juste dire quelque chose de disharmonieux parce que coupé de la source, qui est amour, alors tu remarqueras que c'est toujours singulièrement dépourvu de chaleur humaine et d'humanité, de tout ce qui finalement fait la beauté et le plaisir de la vie. Bon, ce que Xander défend, hein, ce que j'essaye un petit peu de promouvoir dans cette espèce d'absurdité totale qui se met en place partout. C'est quelque chose aussi que l'on peut bien évidemment reprocher au pédantisme artistique, comportemental, langagier, toutes ces langues ghetto qui sont une manière de repousser l'autre et qui lui disent ce message, je te domine et je ne t'aime pas, ou je te domine car je ne t'aime pas. Moi, je suis très très sensible à l'affect, à l'affectivité. Peut-être que là, je reste peut-être à un côté peut-être primate, je ne sais pas, mais je crois qu'en vérité, c'est au contraire la véritable spiritualité, elle est dans cette chaleur humaine, dans cet amour. Et là, il n'y en a pas. Autrement dit, si c'est snob et si c'est froid, et en général l'un va avec l'autre, ben c'est pas bon, mon gars, ma fille. D'abord, c'est pas nourrissant pour toi. C'est pas nourrissant pour ton âme. C'est faux et nul en plus. Et c'est surtout une vaste connerie. Bon, à bon entendeur, le mot est juste et sincère pour le coup, vraiment, salut. Le manque d'amour, le manque de vie, le manque de vrai est au cœur, décidément, jeu de mots spontané celui-ci, de toute cette triste mascarade. D'ailleurs, cette tentation de dominer par la langue, il ne faut pas être naïf, elle existait déjà avant la modernité. Et il faut quand même apporter un gros bémol à mon exemple plus haut sur l'utilisation par l'aristocratie européenne de la langue française. Parce que c'était aussi un code, hein, quand même une langue d'initié, de happy few, que les domestiques ne pouvaient surtout pas comprendre, ne devaient pas comprendre.
Toujours d'ailleurs cette maladie des clubs, des exclusions, des ségrégations, des différences. On l'a dit, le manque d'amour du prochain, on y revient toujours. Et aussi, par-delà cela, un manque d'intelligence et de vraie compréhension du monde. Parce que celui qui te dit, il a fait plus d'études que tous ces gens-là. Et quand je regarde ce qu'il y a derrière, eh ben c'est que dalle. L'humanité finira par parler probablement une seule et même langue. Ben, ça fait aucun doute. Et l'anglais, même si j'aurais pas choisi cette langue, qui est d'abord faite pour le commerce maritime, donc qui est bien matérialiste, semble être sur le pas de tir, en pole position pour devenir cette langue universelle. Mais ça ne sera pas totalement négatif dans ce sens que si on préserve à côté la diversité des langues locales, des dialectes, des patois, qui renferment des savoirs anciens et qui servaient à les communiquer à une communauté, alors ça sera pas trop bon. Les dégâts seront limités. Mais la maîtrise partout sans parallèle d'une langue commune sur la planète pourra aider à résoudre probablement une grande partie des divergences et des conflits, des malentendus qu'il y a entre les peuples, à cette seule condition que cette langue soit transparente, claire et rationnelle. Ce qui impliquera, faut quand même le dire, un énorme boulot de mise à plat et de nettoyage. Il nous faudra donc un nouveau Malherbe, mais un anglais cette fois, un Malherbe anglais. Depuis l'aube de l'humanité, peut-être les hommes se sont enfermés, ce que je veux te dire, dans des paroles. Mais à chaque fois qu'ils sont montés de niveau spirituel, et on vit cela en ce moment, ils ont été obligés de briser les anciens verbes pour en créer de nouveaux. C'est le bouddhisme avec ses sutras, ses mantras, c'est le judaïsme et le christianisme avec ses psaumes et ses versets, c'est l'islam avec ses sourates, c'est le chamanisme avec ses chants, le taoïsme, le confucianisme avec ses apophthegmes philosophiques, un apophthegme, encore un mot qui est compliqué, mais qui signifie en fait une remarque brève, provocante, et qui contient un savoir qui est condensé d'une façon qui excite ton esprit. À chaque fois, donc, il a fallu des mots nouveaux, des façons nouvelles de parler, et cela a permis de nouvelles idées qui ont ouvert l'esprit des hommes, qui ont éclairé leurs yeux d'une nouvelle lumière. Je suis pas contre, d'ailleurs, je les utilise, certains mots complexes, mais il faut vraiment les utiliser à bon escient. Il faut aussi les expliquer. Parce que quand tu donnes un mot à ton frère, à ta sœur, il n'est pas supposé le connaître, mais il peut le prendre, et s'il le comprend, eh bien, il a ce mot pour comprendre encore mieux. Et ça, c'est très important. On voit les gens utiliser des mots, mais ils ne les expliquent pas. Moi, chaque fois que j'utilisais un mot, même quand j'étais enseignant, je l'expliquais. Parce que le but, c'était pas d'utiliser le mot à des fins de pouvoir pour mettre à ma botte mes élèves, qu'ils me respectent et m'admirent, mais je voulais qu'ils soient comme moi. Je voulais qu'ils aient le même savoir que moi, et je leur expliquais justement ce mot. Le but, c'était de les élever jusqu'à moi pour qu'ils me dépassent. Et ça, c'est ce qui nous manque actuellement dans le comportement des gens qui utilisent des langages techniques, savants, scientifiques. Ça doit changer. Les nouveaux langages savants, précieux, technicistes, pédants, compliqués, abscons, sont une impasse de société, de civilisation. C'est un obscurcissement de nos esprits, un étouffement de notre lucidité, de nos capacités critiques, et c'est pas un hasard s'ils ont été utilisés dans ce qui est sans doute une grande manipulation générale. Et ça, c'est très embêtant. Il faut donc faire imploser ces impostures en les démasquant. Cette fabrique du consentement actuelle, elle passe par, c'est un très beau mot qui a été fabriqué, mais qui est vrai, par des mots qui sont actuellement utilisés dans ce sens. Et démonter ça, le détruire, c'est bien sûr ce que j'essaye de faire un peu, moi, à mon niveau, le plus modestement, le plus obstinément possible, avec toi. On va monter de niveau, c'est certain. Nos vibrations vont s'élever. Et donc aussi, notre propos va se clarifier. Et il doit se clarifier parce qu'il doit s'épurer, il doit s'élever conjointement à cette ascension spirituelle qui déjà se prépare chez beaucoup de gens. Les gens pensent différemment. De plus en plus de gens sont différents. Mais demain, comme aujourd'hui, comme hier, nous serons encore et toujours nos mots. Car parler, c'est le propre de l'homme plus encore que marcher debout. Or, rappelle-toi, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Ça ferait un super mot de la fin. Mais je ne vais pas en rester là, j'ai encore un truc à te dire. Parce que dans le message précédent, je crois bien que sans faire exprès, un petit peu quand même, j'ai tué la philosophie. Bon, je précise que je visais celle qui est pompeuse, inutile pour l'existence, des grands cafouilleux compliqués,
que sont Platon jusqu'à Kant, Hegel et bien d'autres à leur suite, qui ont essayé de se substituer à ce que moi je considère comme la vraie sagesse des vrais penseurs et des vrais philosophes que je respecte, comme Confucius, Lao Tse, pour les anciens, plus proches de nous, et puis tu sais, les grands classiques de la philosophie que je t'ai déjà cités, Coluche, des proches, les inconnus, les nuls, Réserve, bon, tous mes chéris, tous les favoris. Voilà, j'espère que tu les as lus parce que, en les lisant, ou en les écoutant, tu vas apprendre beaucoup plus qu'en te tapant, effectivement, Kant, Hegel et compagnie. Mais lis-les aussi, pour faire comme moi j'ai fait, pour voir à quel point ils sont vides. Et qu'ils se trompent. C'est-à-dire qu'ils tapent à côté. Si tu lis des philosophes, donc, lis ou écoute les bons. En tout cas, retiens cela. La vraie pensée, celle qui te sera utile pour ton progrès intérieur, elle est comme une lumière qui t'illumine et qui t'attire instantanément. Elle jaillit par les mots qu'elle apporte. Cette pensée, elle vivifie, elle transporte, elle fait rire même, ou elle suscite le silence qui vient après les grandes révélations. Le reste, il est mieux à sa place dans tes toilettes pour le jour où ils finiront par comprendre que le papier hygiénique, il l'est pas du tout et qu'ils cesseront d'en fabriquer. Bon, où il y aura plus d'arbres. Ce que nos voisins d'ailleurs moyen-orientaux ont compris depuis longtemps, eux qui ont installé des douchettes dans les WC, idée superbe, tant qu'il y aura de l'eau néanmoins pour les alimenter. Ça, c'est un autre problème. Tiens, ce n'est pas un faux raccourci que je te fais parce que quelque part, il y a un rapport entre la saleté spirituelle et les paroles prétentieuses. Comment ça, tu me dis? Tu pousses un peu le bouchon. Non, regarde. Quand tu prends ces personnages des cours européennes du XVIIIe siècle qui se parfumaient d'autant plus qu'ils ne se lavaient pas ou quasiment pas, que la vermine grouillait sous les perruques et que les chancres fleurissaient, la syphilis, sous les phares. Tu peux être certain qu'un langage pédant et sophistiqué, de la même manière, renvoie toujours à une petite âme sale et prétentieuse qui a tout un ensemble de comportements cachés qui ne sont pas propres. Car les mots pédants servent avant tout à masquer la bêtise, la nullité, les malversations, les complexes, la malhonnêteté et les mensonges. Molière épinglait déjà ce travers dans Les précieuses ridicules et Les femmes savantes. Ce n'est pas un hasard si c'est le pays number one du jargon aujourd'hui, qui se nomme lui-même Hexagone, dans la bouche des journalistes. Tu vois, on n'en sort décidément pas de cette bêtise pédante, qui est aussi celui qui a choisi le coq comme emblème sportif. T'as vu, c'est le seul animal qui arrive à chanter les pieds dans le fumier. C'est pas moi qui l'invente. Si nous n'arrivons pas à réaliser une société plus propre moralement, plus transparente éthiquement, qui est la condition sine qua non pour nettoyer la planète et leurs habitants, nous nous éteindrons, mais nous resterons sans doute comme l'espèce qui a su d'autant plus développer un très beau langage savant et prétentieux qu'elle secrétait sans cesse la laideur et la saleté sur tous les plans. Je voudrais revenir aussi sur j'ai parlé des Indiens dans mon message précédent, mais j'en ai pas parlé, je n'ai parlé un peu vite. Je voudrais revenir sur cette accusation insistante, comme s'il s'agissait du crime le plus grave du monde, qu'ont fait les Indiens natifs d'Amérique contre ceux qui leur ont volé, ce qui est pire a priori, leurs terres, et qui sont aujourd'hui pourtant les propriétaires officiels des États-Unis d'Amérique, bon, les descendants des pères pèlerins. C'est le langage double qui semble avoir le plus choqué les Indiens, la duplicité du langage des visages pâles, plus encore que leur comportement. C'est vrai que eux, ils étaient aussi très cruels dans leur comportement, ils pouvaient aussi massacrer, etc. Mais l'histoire du langage le fait de ne pas tenir sa parole, ça c'est un truc que les Indiens n'acceptaient pas, ne comprenaient même pas. Est-ce qu'ils avaient tort d'accorder autant d'importance à ce point? Moi, je vais te rappeler un épisode que tu connais peut-être, mais finalement sur lequel les Américains actuellement passent allègrement parce qu'ils ont une sacrée honte. C'est l'épisode du massacre des Cheyennes de Sand Creek en 1864. Les Américains avaient fait en sorte d'endormir les guerriers, qui étaient partis presque tous chasser le bison, par des rassurantes paroles de paix en disant les promesses, vous inquiétez pas, sur la réserve, il se passera rien, tout ira bien, vous pouvez y aller tranquille. Donc, ils étaient partis, la plupart des hommes et des guerriers, et ils avaient laissé les femmes et les enfants dans un immense campement, à peu près 600 ou 700 personnes. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? La bonne armée américaine, la cavalerie, ils sont venus au petit matin attaquer le campement, qui était presque uniquement constitué de femmes, d'enfants et de vieillards, et ils se sont livrés à un massacre et à des actes de barbarie atroces. C'est-à-dire sur des enfants, sur des femmes. Ça allait beaucoup plus loin que le fait de tuer. Je ne peux pas te décrire, mais ça allait jusqu'à, bien sûr, la mutilation. C'est des horreurs sans nom qui ont été perpétrées pour l'essentiel sur des femmes désarmées et des enfants et des vieillards. L'ambitieux colonel John Chivington retient bien ce nom de ce mec.
parce qu'il faut toujours retenir aussi le nom des gens qui ont fait des choses immondes, a conduit cette boucherie qui a été faite par l'illusion et la tromperie des mots des Américains. Mots que les Cheyennes acceptèrent de croire quand même en dépit de leur méfiance. Et une fois de plus, ils se firent avoir. Voilà le pouvoir des mots lorsqu'on les utilise pour tromper. Ils sont meurtriers, ils peuvent tuer. Et ça, il faudrait ne jamais l'oublier. La fameuse et tant vantée Révolution française chez nous, avec entre autres épisodes peu reluisants, sa fameuse terreur, sa guillotine et ses massacres de Vendéens, ne fut pas en reste sur le plan des belles paroles trahies par des actes abominables. Tous ces pays qui aujourd'hui font des leçons aux autres, la France, les États-Unis, l'Angleterre et quelques autres du vieux monde tout aussi matois, se sont érigés tous sur des actes de boucherie, des atrocités, des barbaries qui ont été oubliés ou masqués, alors qu'aujourd'hui on ne parle que des horreurs du terrorisme contemporain, qui n'est pas moins excusable, soit dit en passant, mais dans ce cas-là, il faut se souvenir de tout. Tous nos anciens grands leaders actuels du soi-disant monde libre ont procédé de la manière suivante. Ils ont commis l'impardonnable et l'inacceptable, et ils ont ensuite utilisé des mots, de l'encre et du beau papier parcheminé pour écrire en belles lettres de calligraphie nos constitutions. Constitutions qui partout sur la terre désormais se révèlent être, car nous en avons fait enfin la preuve depuis la mascarade pandémique, de purs mensonges. Nous savons aujourd'hui que ces lois, ces mots ronflants ne protègent nulle part les droits de l'homme, ni les droits de leurs propres citoyens, et qu'en dépit de leurs belles paroles démocratiques et républicaines, un homme n'en vaut pas un autre aux yeux des personnes qui dirigent notre monde, et qui ne sont pas forcément les leaders politiques, mais comme je l'ai dit, d'autres personnes qui ont le vrai pouvoir du monde, qui est un pouvoir financier. Et c'est peut-être là d'ailleurs c'est de là que vient sans doute le problème. Les mots aujourd'hui servent encore une fois de manière très forte, trop forte à nous trahir et à nous endormir. Parce qu'en fait, le mot est devenu un élément de la stratégie commerciale des gens qui sont les véritables leaders du monde, qui sont des commerçants. Le monde n'est pas entre les mains de politiques. Toi, tu suis la politique, tu regardes les dirigeants, tu crois que c'est eux qui mènent le monde. Mais regarde les mots, regarde les mots. Mon gars, ma fille, regarde les mots. Moi, tu sais, j'ai été éduqué pour ça. J'ai été éduqué pour étudier les mots. Je suis d'une famille de gens qui vivaient par les mots. C'est des mots de vendeurs de camelotes. C'est des mots de commerçants. C'est des mots de financiers. Les rois de la barbaque sont derrière, ceux que j'appelle les rois de la barbaque. Donc c'est pas les politiques qui ont le pouvoir, c'est des commerçants. C'est ça le problème. Et c'est par leurs mots qu'ils se trahissent. Nous savons aujourd'hui que ces mots qui sont trompeurs, donc, révèlent en fait ce qui est en train de se préparer. Et je me demande si quelque part, ils ne servent pas, comme pour les chefs indiens de Sand Creek, à nous endormir, ce qui fait craindre un destin qui ne sera peut-être pas meilleur que le leur. C'est pourquoi nous devons nous révolter, c'est pourquoi on ne peut plus les croire, et que nous devrons aussi, nous, écrire un jour une nouvelle constitution, peut-être planétaire, c'est pas un problème, mais pas sur du sang, pas sur du business, mais sur des vérités. J'ai pas envie de terminer sur cette note négative, parce que finalement, le problème de ce qu'ils ont désigné sous le nom, voilà encore un mot qui est un mot qui est un mot prison de complotisme, c'est le sentiment, c'est-à-dire qu'on les a démasqués, on a compris que les politiques du monde entier ne sont plus aux commandes, que ce sont les financiers, les commerçants, parce que le pouvoir des banques, le pouvoir de l'argent est trop fort. Donc ce sont des gens qui ne se révèlent pas comme étant les vrais leaders du monde, qui le dirigent le monde. Donc, ils ont donc inventé ce terme de complotiste ou complotisme pour empêcher les gens de penser sur ce sujet, mais c'est trop tard. Pourquoi des gens comme moi se lèvent au péril de leur liberté et de leur vie? C'est parce que ça va trop loin. C'est parce qu'on a vraiment perdu le contrôle. Il n'y a pas de démocratie, il n'y en a plus. Mais je n'ai pas envie de terminer sur cette note parce que ça, c'est justement ce qu'ils veulent. Que l'on regarde vers, comme des enfants à qui on a menti, qui disent « Vous nous avez menti, c'est pas gentil, hein.
Vous, les grandes personnes, vous mentez. Non, 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 on ne va pas leur faire cet honneur. Parce que de toute façon, ils ont déjà perdu. Et moi, je t'invite maintenant à regarder ce qu'il y a devant toi et devant moi. Et si tu acceptes avec moi de t'avancer un petit peu au bord de cette falaise, c'est une falaise qui donne le vertige, c'est celle des changements à venir, eh bien, ce que tu vas voir, ça va te donner de l'espoir. Parce qu'il est évident qu'il va falloir un nouveau vocabulaire pour ce qui vient. Non pas hermétique, mais limpide. Pour penser différemment l'univers. Non pas comme eux, qui sont des commerçants, des financiers, qui sont les rois de la barbaque en termes matérialistes. Car tous les mots aujourd'hui, et surtout ceux de la langue anglaise, nous enferment dans la conviction qu'il n'y a que la matière. Mais il va falloir penser en termes spirituels et énergétiques. Ce que certaines langues, dont nous avons colonisé ou écrasé les peuples, maîtrisaient parfois mieux que les nôtres, qui sont gonflées d'arrogance parce qu'elles se croient tellement scientifiques. Ce sont des langues pragmatiques, terre à terre, qui empêchent de penser et de s'élever. Les mots, donc, doivent changer pour devenir créateurs de nouvelles pensées, de nouvelles inventions, de nouvelles découvertes. Moi, c'est ce que je m'efforce de faire avec mes moyens tâtonnants. Mais on peut sans craindre de se tromper, prédire que nos petits-enfants et arrière-petits-enfants parleront une toute autre langue que la nôtre. Une langue qui sera synthétique, foudroyante, avec des sens multiples simultanés et pourtant clairs. Et cette langue sera celle de l'ultra-communication. Et elle sera la dernière ou avant-dernière étape avant sa propre résorption dans des échanges de pensées quasiment purs, sans parole ou presque, ce qu'on appelle improprement la télépathie, mais que moi je préfère appeler l'intuition supérieure. Cette aventure, on n'en est qu'à ses balbutiements. Mais elle commence déjà à travers le travail que je fais, la manière que j'ai de te parler, et bien évidemment, à travers le regard que beaucoup de personnes maintenant lucides portent sur ce qui s'est passé récemment. Les mots vont aussi nous sauver. Les mots, c'est ce que j'utilise pour te parler. Donc, nous les retournons aussi contre ceux qui veulent les utiliser pour nous asservir et nous manipuler. C'est nous qui allons gagner, parce que c'est nous qui avons la maîtrise du logos. Parce que tout en haut, celui qui avait le verbe, il est divin. Ils ont déjà perdu. Je te dis à très bientôt.